Et toi alors, cette semaine, tu es parti à la pêche. Ah, exactement, la semaine dernière, nous étions... alors attends, toujours pareil, la question de qu'est-ce qu'on partage? Est-ce que c'est bien ça? Ça vous va? Donc la semaine dernière, on est parti à la chasse au queue de budget. Et cette semaine, on va aller à la pêche au brochet et au poisson rouge. Alors le brochet, vous connaissez cet animal, le grand prédateur des cours d'eau, des cours d'eau douce. Et il est connu donc pour à la fois être un prédateur, mais aussi pour préférer les eaux troubles. Ça lui permet d'attaquer les cibles et et de s'en défaire plus facilement. Alors en entreprise, le brochet, ben, ça va ressembler à ça. Hein, c'est un prédateur, il y a des extraordinaires euh, il y a des extraordinaires anecdotes sur sa façon de conduire les affaires. Hein, il avait un soin à venir se garer dans les places handicapées de son parking, parce que voilà, et comme il était le chef, il pouvait se le permettre. Et il se faisait livrer des nouvelles voitures tous les 6 mois, parce qu'il y a une régulation aux États-Unis qui dit que pendant 6 mois, on a le droit de ne pas mettre une plaque minéralogique, donc ça lui permettait de ne pas être pris quand il se garait à des mauvais endroits. Et il avait cette façon d'introduire le secret dans l'entreprise, de jouer les uns contre les autres, de piétiner avec ostentation les gens qu'il avait portés au pinacle quand il avait besoin d'eux. Si vous lisez la biographie de Steve Jobs, vous allez vous apercevoir que c'était une personnalité très toxique. Autre grand exemple, j'imagine que tout le monde reconnaît cet individu, Pas les moins de 20 ans, hein, ou de 30 ans. mais je ne sais pas, est-ce que... levez la main si vous reconnaissez cet individu. Si vous pensez que c'est votre cardiologue, c'est pas ça. Bon, alors je vois que j'ai besoin d'une autre photo. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ah, tout c'est clair. Donc Mike Eisner a été CEO de Disney et il l'a été pendant 21 ans. Donc quand vous connaissez l'importance des studios Disney dans les médias aux États-Unis et dans le monde, vous dites que ce garçon a eu une influence absolument incroyable. Et son assistante a fait un livre de souvenirs et elle expliquait par exemple qu'il lui était arrivé de passer 2 heures de rendez-vous avec quelqu'un à qui il n'arrêtait pas de répéter mais c'est extraordinaire ton truc, vraiment, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, de le raccompagner jusqu'à la porte, de lui rappeler qu'on se revoit très bientôt, de refermer la porte derrière lui, de se tourner vers l'assistante et dire je ne veux plus jamais le voir. Étonnant, non? Alors, donc, si on se revient donc à cette notion de brochet dans l'entreprise, donc on parle des individus toxiques. Donc, ils sont abusifs. Abusifs, ça veut dire qu'en fait, ils vont créer le stress autour d'eux. euh, ils vont, euh, ils vont être constamment en train d'organiser une forme de, euh, une forme de malaise qui va être ressenti par tout le monde. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est le milieu dans lequel ils excellent. C'est comme le brochet qui remue la vase. Ils sont manipulateurs. Alors, manipulateurs, hein, aussi bien dans la manipulation des individus, et en général, leur mode de management, c'est de parler à une personne à la fois et jamais en groupe, mais aussi dans leur capacité à monter les uns contre les autres, à monter des cabales, à montrer des groupes d'action dans lesquels il va essayer de ne pas apparaître et dans lesquels il va essayer de faire croire qu'il est la personne raisonnable, mais ça ne tient pas beaucoup l'analyse. Ils sont très, très égocentrés, c'est-à-dire que c'est jamais de leur faute, que tout le monde conspire contre eux, que à chaque fois qu'il y a eu un échec, c'était pas eux, quand il y a eu un succès, c'était grâce à eux. Et ils vont jamais, bien sûr, mettre en avant leurs équipes, jamais mettre en avant leurs collaborateurs. Ils sont négatifs
C'est-à-dire que, typiquement, même quand il y a une bonne nouvelle dans l'entreprise, vous allez, les voir en train de faire la tête et de ne pas être heureux, de ne pas exprimer, leur joie. Et ils vont faire preuve, de violence, d'intimidation, de violence donc physique ou émotionnelle. Ils vont être, dans le conflit, ils vont être, à l'origine de disputes fréquentes, ils vont avoir, des mails, déplacés, c'est-à-dire, agressifs, menaçants, et en substance, ils vont abuser, de leur puissance, de leur capacité, de leur pouvoir. Ça va jusqu'au harcèlement sexuel, évidemment. Donc ces individus, ils sont, pénibles, pour tous. Pour tous, c'est pour les collaborateurs, évidemment. Donc ils entretiennent ce climat de tension permanente. Ils sont, dans, la zizanie, constamment. Ils créent, enfin, on voit chez les collaborateurs des éléments qui peuvent être de dépression, des démissions, soit au fil de l'eau, soit, à la chaîne. Et pour les, partenaires, eh bien, c'est-à-dire les gens avec lesquels vous avez monté, des contrats de distribution, de marketing, eh ben, vous allez avoir, vos opérations qui vont perdre de plus en plus d'intérêt. Vous allez voir des partenaires qui vont de moins en moins, vous être utiles, et ça va aller jusqu'à, de la perte de confiance de leur part. Et même pour vous, heu, bah, nous, on a vu chez nos clients, dans ces cas-là, de la démotivation, un sentiment de constante pénibilité au travail. À chaque fois, on va travailler en traînant les pieds, alors qu'on est quand même le patron de son entreprise. Donc on est le responsable de ce qui s'y passe. Alors, dans ces cas-là, on n'a pas d'autre choix que licencier. Pourquoi on n'a pas d'autre choix? Bah, parce que, vous avez des collaborateurs qui sont persuadés que vous savez ce qui se passe, que vous savez ce qu'il fait. Et si vous, le gardez, c'est que vous êtes d'accord avec ça. C'est que ça fait partie de votre plan. Ça montre la vraie nature de qui vous êtes. Et éventuellement, ils vont même jusqu'à penser que, de toute façon, vous êtes trop lâche pour lui résister et que, du coup, pourquoi travailler pour vous? La deuxième raison, c'est que c'est votre management. C'est pas lui qui manage mal, c'est votre management. Hein, c'est votre management, c'est pas uniquement ce que vous faites, c'est pas uniquement ce que vous dites et écrivez. C'est aussi ce que les gens à qui vous avez donné une délégation vont faire. Donc vous n'avez pas le choix. Le problème, c'est qu'il est difficile à licencier. Il est, très agressif, parce que pour lui, un licenciement, enfin, partir de l'entreprise en plaquant tout, en vous laissant au pire moment, et cetera, il a le droit. Et c'est d'ailleurs très comparable, hein, dans les cas de, de couples, où on a un un cas de pervers, narcissique, c'est que, ça les dérange pas, de plaquer leur conjoint et de lui briser le cœur. Mais en revanche, ce n'est pas possible d'être plaqué, ce n'est pas possible d'être mis à la porte, c'est inacceptable. Donc si c'est inacceptable, ça veut dire que, tous les recours, juridiques vont être utilisés, ils vont se montrer, très procéduriers. Vous connaissez leur façon, de manipuler les gens et donc ils vont avoir des avocats, qui vont employer des moyens extrêmes. Non pas parce que les avocats sont particulièrement,
vicieux, mais parce qu'ils sont avec un client qui leur raconte à quel point c'est horrible ce qu'il a vécu. Et il va utiliser tous les autres recours possibles. En tout cas, il est capable de le faire. Donc, l'informatique, c'est un sujet. Vous laissez partir quelqu'un avec un PC, il faut lui couper tous les codes, etc. Il faut être absolument drastique là-dessus. Le pillage de la propriété, alors Patrick vous racontera cette histoire incroyable d'un de nos clients. On était en train de l'aider à vendre en quelques semaines son entreprise parce qu'il avait des problèmes de santé. Et au moment de la vente, on a réussi à trouver un acheteur suffisamment ouvert d'esprit pour accepter d'acquérir une boîte en quelques semaines. Mais bon, il avait quand même une petite demande qui était effectivement un minimum, qui était que 100% des actions soient vendues le jour J. Or, il y avait un ancien directeur commercial qui avait été vidé et qui avait 1, 2, 3% Oui, quelque chose de cet ordre. de cet ordre-là. Et bah, du coup, il a fallu négocier avec lui. Or, ce garçon avait été non seulement licencié, mais il était poursuivi pénalement pour avoir volé l'entreprise, pour avoir recréé une entreprise concurrente à côté en volant des tas d'éléments qui ne lui appartenaient pas. Eh ben, non seulement il a fallu lui acheter les titres pour 2 ou 3 fois ce qu'ils étaient payés aux autres, mais en plus, il a fallu abandonner toute poursuite à son égard. Et il va aussi être capable de monter des cabales, d'aller vers l'intimidation des collaborateurs, notamment de ceux qui auront accepté de témoigner à son égard, etc. Donc, ça va être compliqué. Et en plus, c'est un sujet complexe parce que, évidemment, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc, quand on veut vider un de ses cadres, on dit qu'il est sociopathe, pervers narcissique, voire même psychopathe. Et en plus, c'est difficile de faire la différence entre le brochet et le poisson rouge. Pourtant, Le on se dit que poisson c'est pas la rouge, même couleur. ça n'a pas la même couleur, je suis d'accord, Patrick. Mais bon, certains perdent leur couleur, tu vois, comme celui-là. Et en fait, le poisson rouge, il ne faut pas oublier que il est toxique pour l'environnement, mais malgré lui. Parce que le poisson rouge, il remue la vase et lui aussi et ça crée pour se nourrir et ça gêne la photosynthèse des plantes autour et donc il y a des dégradations. Parce qu'il est assez résistant à la pollution et donc du coup, il va contribuer au déséquilibre un peu plus de l'écosystème. Enfin, voilà. Et c'est un long process, mais il est lui aussi toxique. Alors, de quoi on parle? On parle de collaborateurs qui ne sont pas fondamentalement des sociopathes, mais qui ont une forme de toxicité sur l'environnement dans lequel ils sont. Et ça peut être lié à pas mal de choses, notamment ça peut être la question de l'usage des masques. Alors, je ne suis pas en train de vous parler de ces masques qu'il faut absolument mettre dans la rue et à l'intérieur et à droite et à gauche parce que c'est tellement important euh, de, euh, de se protéger contre le virus. Je vous rappelle que la CDC, le Center for Disease Control, en mai dernier, a publié une étude qui faisait une revue des 14 essais qui avaient été faits sur les masques et n'a pas trouvé d'effet notable sur le port du masque dans le cas de la grippe. Donc, on va dire que le corona, c'est différent. Non, je ne vous parle pas de ces masques-là. Je vous parle du masque qu'on porte dans l'entreprise pour assumer la fonction que l'on a. Et qui est, donc on a toujours un masque, puisqu'évidemment, on a l'impression qu'il faut qu'on ne montre pas exactement qui on est, il faut qu'on ait qu'on soit plus en ligne avec la fonction qu'on occupe, mais on a plus ou moins de recul sur ce masque. Et donc, il arrive assez souvent que, notamment les jeunes managers, soient persuadés qu'il faut avoir ce masque de Zeus sur eux, et donc qu'il est normal
de ne pas avoir d'humour, qu'il est normal de ne pas écouter avec attention, etc. Alors, il y a une autre raison, et c'est une raison qui nous avait été très très bien décrite par un professeur de Stanford qui s'appelle Roderick Kramer, donc comme Kramer contre Kramer, mais sauf que c'est pas le même. Encore une référence datée, mon ami. Mais non, ça fait partie des classiques. Tout le monde a vu Kramer contre Kramer. Nine. Demandons à quelqu'un de jeune, Eugénie, toi par exemple, tu as vu Kramer contre Kramer? Oui, en vrai, je l'ai vu, mais c'est parce que j'ai une maman cinéphile. Voilà, moi je pense que la preuve est dans le pudding. Pardon, vas-y, continue. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les caractériels dans l'entreprise vont détruire la performance de l'entreprise. Quand on a un patron qui est caractériel, on va très probablement faire attention quand on fait quelque chose. On va s'efforcer de garder de la marge, en fait. On va s'efforcer de ne pas tout donner parce que le caractériel, il va nous demander dans 5 minutes de partir dans l'autre direction. On va se méfier. On ne va pas être motivé aussi bien et les études sur le sujet sont très très claires. Pourtant, il y a énormément de caractériels à la tête d'entreprise. Je vous en ai cité 2 en ouverture de cet exposé. C'est surprenant pour les économistes qui étudient le sujet. C'est surprenant de voir à quel point ils sont surreprésentés dans l'entreprise. C'est donc une véritable énigme pour les économistes. Et aujourd'hui, il y a 4 hypothèses qui nous permettent d'avoir de répondre à la question pourquoi est-ce qu'il y en a autant. Alors, la première, la plus évidente, c'est il faut quand même être un peu tordu pour vouloir absolument réussir. Mais quand on étudie le truc dans le détail, on s'aperçoit que quand ils avaient 18 ans, ils étaient rarement comme ça. Donc du coup, il y a une deuxième hypothèse, c'est qu'on va se conformer au modèle de management. On va chercher à plaire au chef qui lui-même est un caractériel, un bully en anglais. Et donc du coup, parce qu'on veut se conformer, on va devenir petit à petit soi-même un caractériel. Le problème, c'est qu'on est face à un chicken and egg. On est face à qu'est-ce qui a commencé, l'œuf ou la poule? Hein, est-ce qu'on a d'abord eu des caractériels à la tête d'entreprise et après on a voulu le devenir, mais comment est né le premier caractériel à la tête d'entreprise? Et puis, la troisième hypothèse est la question du manque de feedback. Alors, le manque de feedback, c'est de dire que plus vous montez dans la hiérarchie, et moins vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui va vous dire là, tu exagères un peu, tu ne trouves pas? Au contraire, il y a un moment, on va vous dire ah, chef, vous avez bien fait hein, de la jeter comme ça, parce que moi, cette personne, si ça avait été que moi, ça faisait longtemps que je l'aurais fait. J'admire votre retenue, chef. La dernière hypothèse, c'est l'hypothèse du rapport à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le rapport à Dieu? Eh bien, je vais vous donner le cas d'IBM. IBM recrute énormément donc c'est plusieurs milliers et c'est des diplômés du plus haut niveau. Et tous les 2 ou 3 ans, c'est up or out, c'est soit tu progresses, soit il va falloir que tu partes. Du coup, pour chaque poste, il y a 3 candidats et la raison pour laquelle on est le candidat choisi, la raison pour laquelle on est effectivement l'heureux élu à chaque fois, devient de moins en moins évidente. On peut imaginer que dans les premiers tours, on soit effectivement le meilleur, mais il y a un moment où c'est difficile, même pour soi-même, de l'accepter. Et donc, dans ce contexte, la réussite devient une question de chance.
La question de chance, c'est est-ce qu'on est dans la bonne écurie? Est-ce qu'on est sous la protection du bon manager qui a dit ce petit gars, je vais le mettre dans mon écurie parce que il va bien m'aider. Je vais vous donner des exemples de gens qui étaient dans une écurie et qui en ont un peu souffert. C'est les gens qui étaient dans l'écurie de Dominique Strauss-Kahn. Ils étaient tous persuadés qu'ils allaient être ministres l'année suivante, et puis subitement, leur chef se retrouve en tôle. Et c'est intéressant, hein, parce qu'ils savaient tous que leur chef était un peu bizarre. Mais ils imaginaient que ça faisait partie de ce qu'il fallait pour être un chef. Donc ils se disaient que ça allait durer, puisque ça durait depuis tout le temps. Avoir le bon client, ou au contraire, le client qui plante l'entreprise. Et selon, quand on devra choisir qui parmi les trois on choisit, on dira « Ah ouais, mais non, mais attends, tu te souviens, c'est lui qui nous avait, le client qui nous a planté là. » Ah ouais, mais on n'y pouvait rien, quoi, hein, on ne choisit pas les clients qu'on a. Le bon timing, c'est pareil. Donc il y a la question, c'est de bien reconnaître Dieu dans tout ça, ou le hasard, hein, vous l'appelez comme vous voulez. Et le problème de ce rapport au hasard, de ce rapport à Dieu, c'est que on est comme les joueurs à Las Vegas. C'est-à-dire que soit on explique le fait qu'on ait gagné par la superstition. Donc, vous allez parler avec un joueur invétéré, il va vous expliquer que oui, alors c'est parce que quand il tire sur la manette du jackpot, avant, il se frotte l'oreille 2 fois. Bon, là, ça n'a pas marché parce qu'il est en train de parler en même temps, mais il faut surtout qu'il ne parle pas en même temps. Et en plus, parce que tu es en train de le regarder, mais sinon, ça marche d'habitude. Donc, une espèce d'explication irrationnelle pour expliquer l'irrationnel. Après, vous avez l'honnête homme qui dit « Moi, 2 fois je gagne, 2 fois je perds, j'en sais rien et c'est le jeu. » Et puis, il y a les tricheurs. C'est celui qui va venir voir son patron, puisqu'il est payé sur un lancer de dés chaque mois, il va aller voir son patron avec les dés, les dés qu'il a achetés lui-même. Et il va dire « Regardez comme ils sont beaux mes dés. Allez, je joue. Oh, j'ai gagné. Ah, je vais les garder. Hein, c'est les dés qui ont l'air de me porter chance. » Donne-nous un exemple là, par exemple, si tu en as en tête. Oh, c'est particulièrement vrai dans le milieu de la finance où les traders sont rémunérés sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne contrôlent pas, qui sont les marchés financiers. Et il y a une proportion de tricheurs bien plus importante dans ces milieux-là. On est obligé de mettre des contrôles de gestion très très pointus parce que les dérives sont très très rapides. Il y a une étude qui était parue, qui a été mise en avant dans le TTSO de hier ou d'avant-hier, qui montrait que quand on n'était pas surveillé, dans 60% des cas, on allait tricher. Et la triche allait être différente, c'est-à-dire que c'était en 3 tiers. Celui qui a fait un truc, ça n'a pas donné ce qu'il voulait, mais il dit que oui. Celui qui va faire des tirages jusqu'à ce qu'il ait la bonne réponse, et puis là, il va dire que c'est bon, il a gagné. Et le troisième, alors c'était une histoire de il faut faire un pile ou face, et si on a fait pile, on gagne un point. Et on n'a personne qui contrôle. Et donc, est-ce qu'on a gagné un point ou pas? Je fais pile ou face, je tombe sur face, tant pis, je dis que c'est pile, ça c'est 20% des gens. Je fais pile ou face, ça marche pas, je recommence, ça marche pas, je recommence, ah ça marche, donc ça y est, j'ai gagné, je dis que j'ai fait pile. Et puis le troisième, il va même pas lancer les dés, il va dire que c'est bon, j'ai fait pile. Voilà. Donc ça c'est les tricheurs, mais finalement, ce qui est le plus problématique, c'est le superstitieux. C'est celui qui va expliquer l'irrationnel par de l'irrationnel. C'est celui qui va dire « Oui, alors, je sais que techniquement, hurler sur les gens, c'est pas une bonne chose. Mais tu vois, comme je hurle sur les gens en permanence, je gagne parce que les gens ont peur de moi. » Il sait que c'est pas rationnel, mais il sait que la réussite n'est pas rationnelle, donc finalement, ça marche. Alors, en conclusion de tout ça,
vous avez une nécessité de discerner. Parce que la violence nécessaire dans le cas du brochet est complètement inadaptée dans le cas du poisson rouge. Souvent, dans le cas du poisson rouge, c'est plutôt vous qui êtes en cause, c'est vous qui avez mis quelqu'un dans un rôle de management sans lui donner tous les outils. Parfois, vous n'aurez pas grand-chose à y faire, c'est comme ça. Le rôle du hasard dans le succès, on en reparlera parce que la question du succès, c'est une question extraordinairement intéressante. Mais ne pas reconnaître ce rôle, c'est un vrai sujet, et pour vous et pour vos collaborateurs. Et la vraie raison, en fait, est dans Jordan Peterson, c'est que finalement, c'est se mentir, et quand on se ment à soi-même, enfin quand on ment d'une manière générale et donc à soi-même, ça nous entraîne dans des dérives qui sont non souhaitables. Alors, tu as des questions qui émergent, hein. C'est un sujet passionnant, peut-être plus que celui de la holding. Première question d'Anne-Marie, est-ce qu'on peut être partiellement toxique? Autrement dit, est-ce que je peux avoir un collaborateur dont je me demande sans doute s'il est toxique ou pas, parce qu'il ne l'est pas totalement, pas tout le temps, ou etc. Je pense que ça c'est plus la question du poisson rouge. C'est-à-dire celui qui est toxique mais qui ne sait pas pourquoi. Qui ne le fait pas finalement avec une intention de Ouais. se protéger ou d'asseoir son pouvoir, mais par maladresse, par Par maladresse. inexpérience. Par maladresse, par manque de compétences. Donc effectivement, du coup, il n'est pas toujours toxique. Il est toxique quand il emploie des mauvaises méthodes et on peut espérer qu'il va en prendre conscience. On peut espérer qu'il va réaliser que ce n'est pas une bonne idée, mais c'est mieux si on l'aide. Ah bien, ah bien. Question d'Olivier, il le dit, elle n'est pas perverse, ta question, Olivier, elle est intéressante. Avez-vous déjà eu un client toxique et qu'avez-vous fait? Alors, oui, ça nous est arrivé, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a fait? On a arrêté de travailler avec lui. On- On peut me mettre plus spécifique que ça, Olivier. On a eu pendant quelques années quelqu'un qui avait démarré sa vie professionnelle dans un groupe dans lequel la toxicité est non seulement acceptée, mais recommandée pour survivre. Un groupe de construction familiale dont la première lettre commence par Avec B, des casques oranges. avec des casques oranges. Mais pas tous, hein, ils sont pas tous comme ça, mais chez les managers, il y a eu toute une génération de gens qui ont eu finalement appris à avoir des méthodes de gestion qui sont tout à fait inappropriées. C'est pas le cas, bien entendu, de tous les gens qui sont passés par cette noble maison. Mais cet C'est entrepreneur, probablement d'ailleurs plus le cas d'une époque où l'entreprise a cru de manière absolument incroyable et avec des gens qui ont été portés par la vague et qui ont dû justement là s'expliquer pourquoi ils le faisaient. voilà. Toujours est-il que ce brave homme a créé une entreprise qu'il a cotée au second marché de la Bourse de Paris, qui était une entreprise en pleine croissance, très intéressante, passionnante, belle vision, juste personnalité toxique. On lui a sauvé la peau 2 fois, et au lieu de nous dire merci, comme tout être humain, vous savez, nous on est gentils, hein, il suffit de nous dire merci, bon éventuellement on n'est pas contre un petit chèque, mais nous dire merci, c'est la première chose qui nous motive quand on a été utile raisonnablement. Et il nous a mordu la main. Je veux dire, ça fait très très mal. Donc quand vous avez, c'est la même chose avec vos collaborateurs, vous avez cru en quelqu'un, promu quelqu'un, lui avez donné la chance d'exprimer son talent et qu'il vous mord la main, ça fait 2 fois mal. Hein. Une fois par rapport à la main elle-même et l'autre fois parce que vous y avez cru. Et donc, ouais, on a arrêté de travailler avec lui. Mais ça a été un sujet difficile et donc depuis, on a une forme de vigilance hein, par rapport aux entrepreneurs qu'on nous présente et on nous en présente plus d'une centaine chaque année sur les différents pays dans lesquels on opère.
il y a des gens avec qui on n'a pas forcément le fit. Et parmi les raisons de ne pas avoir le fit, il y a ces questions de est-ce que la personne que j'ai en face de moi, je la comprends? Est-ce que son comportement, dans ce que je discerne, est explicable? Et si c'est pas le cas, finalement, est-ce que c'est quelqu'un qui est sous stress momentanément, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a pris une habitude de mal se comporter? Il est évident qu'un entrepreneur, aussi sympathique soit-il sur d'autres aspects, et qui aurait pris l'habitude de mal se comporter, n'a pas sa place dans les clients de Melchior Chassaigne. Alors, il y a une dernière question. À tous deux, cette question. Est-ce que les managers toxiques n'ont pas une utilité? Sinon, ils n'auraient pas été recrutés et ne pourraient pas durer dans leur poste. La question de Frédéric. Je pense que Alors, Frédéric, Frédéric, c'est une bonne question, mais là, je pense qu'il faut admettre que les sociopathes, s'ils sont encore là, c'est qu'ils ont une incroyable capacité d'adaptation. En général, ils vont être en place dans des entreprises où on a toujours moyen de masquer son incompétence, de reporter les problèmes sur les autres. Donc, c'est ça l'explication de pourquoi est-ce qu'ils sont toujours en poste alors qu'ils sont incompétents, alors qu'ils ne font pas leur job. C'est qu'effectivement, il faut avoir en tête des gens qui progressent dans des grandes organisations et qui sont tout à fait à l'aise avec le panier de crabe. Encore une fois, les grandes organisations qui réussissent à avoir une croissance très très rapide sont remplies de gens qui ont été portés par la vague et qui se posent des questions sur pourquoi ils ont réussi et qui vont se trouver des explications irrationnelles sur ce pourquoi. Et parmi ceux-là, ceux qui sont réellement pervers vont être beaucoup plus à l'aise que les autres. Ils n'ont pas à se poser les questions que les autres se posent. Eux, ils ne sont même pas sensibles à ça. Donc, pour vous donner un exemple très classique, c'est la grande distribution en France. La grande distribution, si vous voulez, c'est vraiment un endroit où on paye les gens n'importe comment, on les manage n'importe comment. De toute façon, c'est des quasi-intérimaires qui viennent d'une journée sur l'autre. On traite ses fournisseurs, je ne vous fais pas de dessin, le grand classique, c'est on reçoit son fournisseur dans une salle sans lumière extérieure avec des néons et on le laisse mariner pendant 2 heures. On surgit à l'improviste, on lui balance des documents sur la table, on lui explique que c'est quoi ça, c'est n'importe quoi, je te laisse réfléchir, mais tu as intérêt à me faire une bonne offre. Et puis on repart, enfin, des techniques d'interrogateur de police. Et on est en train de parler on est en train de parler de la relation avec des fournisseurs, avec des gens qui sont vos partenaires. Bon, mais si on comprend que la grande distribution n'a réussi à se développer aussi bien que parce qu'elle avait des lois qui empêchaient les concurrents de venir s'installer, je vous rappelle qu'en 2008, 80% des hypermarchés n'avaient pas de compétition en phase 2, donc c'est un peu facile d'être le roi du monde. Et je vous signale qu'aujourd'hui, depuis que la loi, la LME est en pleine application, et enfin depuis, ça fait quelques temps, mais 15 ans après, si vous voulez, 12 ans après, eh ben, la plupart des grands groupes de distribution sont en difficulté. Ils ont un business model qui s'est dégonflé quand la loi qui les protégeait est partie. Bon, mais pendant tout ce temps où la loi les protégeait, ils étaient persuadés que c'était eux qui étaient à la source de leur succès. Impossible d'admettre que ça venait d'ailleurs. Donc dans ce secteur-là, il y avait à la fois des gens qui étaient toxiques parce qu'ils avaient appris que c'était comme ça qu'il fallait faire, et il y avait aussi des vrais pervers qui se délectaient d'être dans un milieu où c'était OK d'être comme ils sont. Donc, est-ce qu'ils n'auraient pas été recrutés? Mais ils sont comparables à ceux qui ne le font pas exprès. Et ils sont plus intelligents, et donc ils masquent leur plaisir et leur nécessité à être comme ça. Et donc, est-ce que c'est utile dans une organisation? Non, le coût est insupportable.
les démissions successives, les gens qui sont en dépression, les gens qui sont tellement misérables qu'ils sont incapables de performer à leurs tâches, c'est incroyablement dévastateur. Ok. Question, et on va peut-être terminer par celle-là, à nouveau d'Anne-Marie. Anne-Marie, si tu as des choses, tu peux nous appeler, tu sais. C'est que, est-ce que les entretiens avec l'équipe de management peuvent faire remonter un comportement toxique? Et quelles sont les pistes d'amélioration? Et avec une sous-question, est-ce que voir ou prévoir le pire dans un contexte économique actuellement difficile, ça serait être toxique? Ah non, alors ce n'est que, enfin, c'est pas que le brochet ne voit pas les choses positives, hein. C'est que il est négatif au sens où quand quelqu'un d'autre a réussi quelque chose, c'est nul. Quand lui a réussi quelque chose, c'est formidable. Donc c'est un autre sujet en fait. Est-ce que les entretiens avec le management peuvent faire voir quelque chose? Ce qui est très difficile, c'est que souvent l'entrepreneur lui-même est sous influence. C'est très difficile. Dans la plupart des cas qu'on a pu voir nous, on était avec des entrepreneurs qui n'avaient pas conscience d'être sous cette emprise. Et une fois qu'ils commencent à réfléchir, effectivement, ça devient évident. C'est pas si compliqué. C'est pas caché tant que ça. Il voit que depuis qu'il est arrivé, il y a quelque chose de différent. Il voit que depuis qu'il est là, il y a plus de démissions qu'avant. Et des gens qui partent, mais qui lui disent qui fournissent pas de raison valable sur leur départ. Et donc, la vraie difficulté, c'est d'être conscient soi-même de l'influence sous laquelle on peut être. En tout cas, c'est plutôt ça qu'on a pu constater, nous. Oui, ça peut être des gens très proches de l'entrepreneur lui-même, ça peut même être parfois le bras droit sur lequel il s'est reposé ou le patron de la filiale, effectivement, dans lequel il ne passe un petit peu moins de temps et dans lequel peuvent se développer ainsi, un peu loin de son regard, des comportements toxiques. Merci Jean-Christophe pour cette plongée dans la difficulté de trouver et de retirer les personnes toxiques de son organisation. J'espère que ce n'est pas le cas chez vous. Si c'est le cas chez vous, venez nous en parler. Merci à tous ceux qui sont sur le live chaque semaine et qui partagent avec nous cette expérience très agréable d'échanger. Ces chroniques se retrouveront sur les réseaux sociaux dès ce week-end. Vous pouvez les commenter, les partager et continuer la conversation. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un programme assez extraordinaire et très riche. D'ici là, eh bien, excellente fin de journée, excellent week-end. Dépêchez-vous d'aller dîner si vous êtes concerné par le couvre-feu parce que c'est ce soir, sinon ce sera 21h. Et nous disons bonjour à ce petit alien qui, comment il s'appelle? Gollum. Gollum. Non, Gollum, c'est pas possible parce que c'est l'NDR, donc c'est Gollum. C'est Gollum. Oh. Bon, voilà. Hein, donc, je pense qu'on peut souhaiter un bon week-end à Jean-Christophe dont il a passé son week-end à essayer de le faire sauter dans un cercle enflammé, j'en suis sûr. C'est un peu jeune Il le peut-être fait pour ça. déjà. Il le fait déjà, il est trop doué. Merci, Merci à à tout le bientôt. monde, passez un bon week-end. Merci Eugénie pour la réalisation de cet épisode. À bientôt. À très bientôt. Merci à vous tous. Merci d'être venus. On se voit la semaine prochaine.